Beaucoup d'actualités donc aujourd'hui, donc je suis désolé, il risque peut-être d'y avoir 10 vidéos, mais elles sont à mon sens toutes intéressantes. Et notamment, c'est une entreprise un peu comme Revolt aux États-Unis, donc Clinique EV, qui fait donc des réparations sur des véhicules et ils ont tapé un petit peu pour le coup sur Stellantis. Alors je pense que c'est d'une manière générale, donc merci à Pierre-Yves pour ces informations, Pierre-Henri, pardon. Je te mets donc les informations ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cet article dans la mesure où c'est pas que ça peut être diffamatoire, mais à mon sens, entre guillemets, il faut apporter des preuves. Là où par contre une preuve est a priori apportée, alors c'est sur la partie nord-américaine, donc ils n'ont pas les 208 autant te dire, mais il y aurait des problèmes de réparation, d'approvisionnement, mais plutôt de réparation par exemple sur un type 2. Donc ils te disent on peut pas le réparer et surtout donc le constructeur lui-même, donc le garage, donc agréé, n'est pas en capacité de pouvoir réparer. Donc autant vous dire, votre voiture elle est limite morte ou alors va falloir aller la brancher à chaque fois sur un CCS éventuellement puisque c'est, on va dire, les branchements pour faire simple sont différents. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le mot qui m'a interpellé, le mot Camelot. Et c'est vrai que il y a de plus en plus des véhicules euh, européens où c'est de la camelote. Avant de faire des vidéos, et je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que font nos constructeurs? On ne peut pas être au four et au moulin. Ce qui est très désagréable, très compliqué actuellement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va en parler. Que ça soit en Europe ou éventuellement aux États-Unis, mais ailleurs, on a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que déjà, de un, on a des usines qui sont extrêmement vieillissantes, des usines qui sont des années 40, 50, 60, 70, même si parfois elles ont été réhabilitées, ça reste du vieux, donc c'est pas terrible. De deux, les compétences. Je suis désolé, ça devient de plus en plus compliqué. Je le vois même, par exemple, au Lidl, ils cherchent des personnes à 2000 euros brut juste pour mettre dans les rayons, ils trouvent pas. Donc, on trouve plus de personnes forcément et de la manœuvre qualifiée et les gens, en fait, qui soient en capacité. Souvent, tu vois notamment des personnes qui sortent de bac plus je sais pas combien, des ingénieurs, des informaticiens, ils savent tout, ils sont tout vus, ils sont nuls comme des chiens, enfin c'est une catastrophe. Et je le vois notamment pour avoir côtoyé parfois certains ingénieurs, qui soient chez Peugeot, chez Renault, il y en a qui sont très sympas, il y en a qui sont très ouverts, il y en a qui peuvent être multimarques, il y a des réels passionnés, et il y en a, t'as l'impression que c'est toute leur vie. Et t'as l'impression que leur marque, c'est l'apothéose. Moi, ce que je préfère, c'est quand je vois des gens sortir du technocentre avec des Peugeot, des Toyota, etc. Mais au moins, voilà, ça prouve que ce sont des personnes ouvertes. Et ça aussi, c'est un réel problème de dogmatisme où, au niveau des ingénieurs, notamment surtout motoristes, on est resté dans ce carcan, puisque on le voyait bien au niveau des motorisations, elles étaient pratiquement toutes de même cylindrée, etc., etc. Et ça prouvait bien qu'il manquait une insufflation à ce niveau-là. Donc tout est vieillissant au niveau de nos cadres, au niveau des usines, et tout est bon pour essayer de faire des économies. On l'a vu avec Stellantis, mais ça pourrait être plein d'autres. Les airbags Takata, il y a eu les moteurs. Je sais plus après là, de ce que j'ai parlé, la direction, le problème de direction, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos constructeurs français, européens, peut-être un peu moins avec Renault en effet, sous-traitent en France, mais très peu, sous-traitent en Europe, sous-traitent à l'étranger. Et en fait, il y a un réel problème de traçabilité et on se retrouve donc avec énormément de défaillances et des véhicules qui sortent, on l'a vu avec la IC3, on va le voir très certainement avec certains produits au niveau du 3 minutes, mais c'est pareil chez Tesla, là, l'ordinateur qui bug, qui fonctionne uniquement en flux tendu, où il n'est plus de pièces, c'est d'une manière globale. C'est pas mieux en Chine, c'est pas mieux aux États-Unis, c'est pas mieux en Europe, mais c'est très inquiétant. Donc, en tout cas, ils sont pas à leur première prise, cette entreprise, la clinique EV. Je pense pas qu'une société comme Revolt se permettrait de faire ça. J'ai envie de te dire qu'en plus, si tu es une société qui a envie de fonctionner, si tu as des pannes, tu es plutôt intéressé, logiquement. Mais je dirais que quand un minimum tu es professionnel et que tu vois certaines conceptions, mais mon Dieu,
mon Dieu. Notamment la 208, j'avais fait une vidéo avec David où problème de climatisation, c'est pas normal, donc on le compresseur de clim qui tombe en panne, qui est limite pas pris en garantie, ils le savent très bien, mais quand tu vois réellement la conception du véhicule électrique, mais tu te dis mais ils sont faits comme un thermique, ils se sont pas fait chier les mecs, ils sont pas foulés. Non, à un moment donné, il fallait une feuille blanche, il aurait fallu repartir de zéro, comme Tesla, l'avantage c'était une jeune entreprise avec des usines neuves, etc., etc. Je pense que Tesla n'a pas vocation à devenir l'un ou le plus grand constructeur au monde. De l'autre côté, on voit qu'il y a quand même clairement BYD et c'est quand même beaucoup plus sérieux. Un véhicule électrique, son gros avantage par rapport à un véhicule thermique, c'est beaucoup moins de pièces. Qui veut dire beaucoup moins de pièces, veut dire beaucoup moins d'éléments qui peuvent tomber en panne. Sauf que on a fait un copier-coller et on se retrouve avec des moteurs électriques en emplacement, à l'emplacement, en place du véhicule thermique. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je le répéterai 100 fois, un véhicule, qu'elle soit en traction, en propulsion, ça doit être sur l'essieu, boîte moteur, tout, la totale, tout doit être intégré dedans. Et sur l'essieu, ça tombe en panne, tu fais tomber l'essieu, ça part, il faut faire quelque chose de simple. Pareil pour Tesla, là où ils sont très forts, et franchement c'est pour ça qu'ils font des économies de dingue, tu as la climatisation et je ne sais plus qui est sur le moteur donc de la clim, le compresseur, ça y est, je sais plus ce qui est à côté, donc en fait tu as un rail qui est monté carrément d'un bloc, et tu as les équipements supplémentaires du véhicule pour qu'il fonctionne. Bref, c'est désastreux, c'est inquiétant, c'est un problème de sécurité, c'est un problème qu'aujourd'hui le consommateur n'a pas il n'a pas ni la vérification, il a la visibilité au niveau de tout. Et on a beau critiquer encore une fois, si on peut dire énormément les Chinois, ils arrivent en fait avec du neuf, donc obligatoirement, et pas avec du vieux. Donc, ça sera logiquement beaucoup plus safe, si on peut dire. Je peux pas mieux dire, c'est triste pour le groupe Stellantis, mais après Volkswagen, je pense qu'une bonne restructuration, ça leur fera pas de mal. Et à un moment donné, les usines, soit elle est pas trop vieille, maximum années 90-2000, ils la rafraîchissent, ils réinjectent 500 millions, 1 milliard dedans, et ils repartent sur une ligne pendant 10, 20, 30 ans. Mais à un moment donné, on ne peut pas adapter une ligne pour un véhicule électrique, une ligne qui était pour des véhicules thermiques. C'est pas possible. L'assemblage, grossièrement, est le même, mais toute la structure, châssis, moteur, toute cette partie-là centrale est complètement différente, et c'est là où, encore une fois, Tesla a révolutionné le marché et que personne ne veut, entre guillemets, reprendre, qui est que tu t'en fous, tu utilises la chimie, tu utilises les batteries que tu veux, mais de pouvoir intégrer les choses par l'intérieur. Alors, pareil, les gigacastings sont extrêmement décriés. Mais bon, à un moment donné, quand tu as un accident, qu'il est trop important, est-ce qu'il vaut mieux que ça protège plus et que ça parte malheureusement à la casse, ça fait partie donc des bénéfices-risques et c'est les assurances qui vont gérer, ou est-ce qu'on préfère finalement avoir une voiture en mode cacahuète? C'est aussi cela qu'il faut répondre. On ne peut pas tout avoir. C'est l'avant de mémoire, la partie sécurité donc sur les Tesla, où au lieu que ça soit des pièces collées ou soudées, en fait on a des pièces d'un tenant. Ça peut poser un problème extrêmement à l'extrême de marre, mais j'ai envie de te dire que de toute façon, n'importe quel véhicule, même aujourd'hui, un nouveau 3 minutes, on a eu un ami qui s'est fait pas renverser, mais entrechoqué, donc si tu veux, à 10 km/h ou 20 km/h, la voiture est pliée, et heureusement qu'elle était entre guillemets neuve, mais tu me diras, elle aurait peut-être mieux dû être plus d'occasion, et il y en avait pour au moins 20 ou 30 000 euros de réparation, faire attention à ça, réparer les véhicules, pareil, qui sont fortement accidentés, c'est compliqué, à un moment donné, il vaut mieux la désosser, vaut mieux qu'elle parte au recyclage, c'est ce à quoi ils font penser. En tout cas, j'ai l'impression que Renault là-dessus est beaucoup plus conscient des choses. Et Stellantis en fait part à tout va. On voit la IC3 en Slovaquie, ça a l'air moyen. Des fois les usines en France, ça a l'air. Moi je trouve que la conception semble plutôt pas mal, mais Stellantis est réellement en train de perdre une partie, voire le marché aux États-Unis. J'ai envie de te dire, ça servait à quoi de fusionner
et de faire un conglomérat américain, euro-américain, si c'est pour que finalement Stellantis redevienne européen. Fallait garder Peugeot, Citroën. Mais de toute façon, il va y avoir de la casse. Il y a absolument trop, on va dire, de marques. C'est n'importe quoi. Et en fait, c'est pas compliqué. Quand tu as un grand groupe, logiquement, tu peux accepter une marque en access, éventuellement, type Dacia avec Renault, une marque entre guillemets généraliste, voilà, comme Renault, c'est-à-dire que là, Citroën et PSA, après tu te retrouves avec Opel, Fiat, etc. T'en fais quoi de tout ça? Et éventuellement une gamme sport ou luxe. C'est ce que, entre guillemets, Volkswagen faisait, mais il leur manquait en fait une gamme access, low cost, qui n'ont jamais fait avec Skoda ni avec Seat. Donc ils veulent continuellement monter en gamme, en gamme, en gamme, avec des produits de plus en plus de merde, de merde, de merde, et qui, encore une fois, paye les pots cassés? C'est le client. C'est quand même extrêmement regrettable. Donc voilà, je te laisserai prendre acte de l'article. Voilà, c'est pas la première fois. On l'a vu avec les Blue HDI, on a vu ce monsieur qui, en fait, la double pédale, donc ce monsieur qui loue des voitures pour les conduites accompagnées, j'allais dire, pour le permis, etc., donc pour les professionnels, je ne sais pas s'ils font pour les particuliers, et qui ont essentiellement des véhicules de groupe Stellantis, des Peugeot, des Citroën, essentiellement du diesel, ça peut être aussi parfois du PureTech, et cite-moi aujourd'hui un endroit sur ce groupe-là, mais il y a aussi des problèmes chez Renault où il n'y a pas de problème. Il y avait un problème aussi sur la boîte, c'est ça, sur la boîte, donc cette espèce de double embrayage avec une 3 en 1 dans la boîte. Mais c'est pas possible, les ingénieurs, vous avez fait des usines à gaz, vous êtes allés vous, vous emmerder la vie, pour rester gentil, vous êtes allé vous prendre la tête sur des trucs. Il suffisait juste de faire une boîte à la limite robotisée ou une CVT. Et voilà, ou réellement de scinder des véhicules thermiques, des véhicules donc électriques, et de repartir sur table rase. Mais non, voilà, c'est pas possible. Et même malheureusement donc pour tout le groupe Renault, pour moi, ce sont des véhicules électriques, mais ce ne sont pas de vrais véhicules électriques dans la mesure où tu as, donc, tu ouvres le capot, tu as un moteur, t'as tout les trucs, t'as le machin, enfin, voilà, t'en as partout. Franchement, t'en as partout, et il n'y a même pas de one pedal. Aujourd'hui, un véhicule électrique, on s'en fout de l'isolation, elles sont toutes bonnes, on s'en fout des pneus, que ça soit un peu plus lourd, ça ne pose absolument aucun problème pour la consommation des pneus, mais il faut obligatoirement proposer un véhicule qui soit en une pédale. C'est le gros avantage de l'électrique, puisqu'il n'y a pas réellement de rapport, en tout cas il n'y a pas de rapport, une boîte de vitesse, même s'il y a un seul rapport, et il faut limiter donc le nombre de pièces. De toute façon, on verra bien sur les moteurs à rotor bobiné, ça n'a pas l'air d'être la panacée. Donc il n'y a pas que le groupe Stellantis. Au niveau de Volkswagen, des fois, ça a été quand même extrêmement donc décrié. Finalement, aujourd'hui, le seul ou les seuls à tenir la route, du moins en hybride, c'est vrai, Toyota. Il y a Honda, c'est pas mal. Il y a aussi voilà essentiellement les Nippon qui, encore grâce au QR code, c'est eux qui l'avaient inventé, arrivent à faire quelque chose de correct. Les Coréens aussi, c'est plutôt pas mal. Pour le reste, on le voit même chez les Allemands, c'est pas du tout sérieux, ça se voit, ça se voit. Et j'irai jusque, j'ai vu un short d'un youtubeur où j'entends l'Alpine, la porte elle cuine, crac crac, elle craque. Voilà. Moi la Mégane, elle craque. Il y a des problèmes d'assemblage. Enfin, il y a un problème de rigueur sur les assemblages et sur les vérifications des pièces. On le sait, je le sais, ils s'appuient énormément sur tous les équipementiers à tout va. Les équipementiers leur refont des remontées, que ce soit Bosch, Valeo, mais d'autres petits équipementiers ou autres, et ils n'en prennent pas considération. Ils disent c'est pas grave, ça passera ou pas, c'est le client qui essuiera les plats, on sait pas, on n'est pas au courant. Ça manque en fait clairement de sérieux, ça manque de professionnalisme. Je trouve que c'est en tout cas extrêmement dommage. Mais encore une fois, il n'y a pas que Stellantis, il n'y a pas forcément Renault ou quoi ou autre, il y a aussi les Allemands, il n'y a pas que forcément Volkswagen. Je trouve que dans l'ensemble,
Leur châssis, la partie électrique est plutôt intéressante. Sur les DSG, ça peut aller. Le 1,5 litre tient plutôt bien la route. Le 1,4 litre avait des problèmes de mémoire, c'était sur le 160. Sur le reste, ça allait. La boîte DSG 7 à sec, sans huile, c'était vraiment pas terrible. Casse entre 40, 60, voire 90 000. Mais chez Mercedes, c'est une catastrophe. Tous les 2,2 litres, en fait, avec une chaîne, en simple chaîne, casse à 200 000. Il n'y a que la boîte qui tient, la boîte de vitesse, hein, pas la boîte en elle-même. Pour le reste, c'est devenu, oui, de la camelote. Le moteur, c'est devenu de la camelote. On l'a vu avec l'AdBlue, que ça soit sur tous les constructeurs. BMW aussi, c'est quand même très très moyen. Des 3 cylindres, donc fou, en veux-tu, en voilà. Franchement, qu'est-ce qui tient aujourd'hui dans un véhicule thermique ou électrique, chez beaucoup de constructeurs? J'ai l'impression qu'il y a en tout cas énormément de malfaçons. C'est comme ça en fait qu'on appelle dans la partie construction. Et c'est, encore une fois, c'est extrêmement dommageable pour le client. C'est lui qui va payer au cassé. C'est pour ça qu'à mon sens, avoir une garantie comme Peugeot, même si c'est Stellantis, de 8 ans, au moins t'es tranquille. S'il y a la pièce. Voilà. Parce qu'a priori, c'est pour tout le monde. Donc c'est au petit bonheur la chance. Allez, j'arrête sur cette vidéo parce que franchement, je trouve ça extrêmement triste. Allez, ciao à tous.